Salut à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du placement de mes évacuations, du remplissage et de l'isolation du hérisson et de la dalle en béton armé. Donc pour simplifier les choses, j'ai sélectionné des photos et je vais faire un diaporama et faire des captures d'écran. Comme ça, je pourrai vous expliquer au fur et à mesure sur les photos de quoi je parle. Donc pour les évacuations, là où j'ai passé pas mal de temps, c'est sur les plans. Parce qu'une fois que le béton est coulé, pour bouger une évacuation, ça prend énormément de temps et d'énergie. Il faut casser le béton. Enfin, et c'était pas du tout l'objectif. Moi, le béton, je ne veux pas y toucher. Pour éviter que ça fissure, vaut mieux ne pas utiliser de marteau-piqueur ou de burin marteau et compagnie. Donc j'ai passé énormément de temps sur ce plan, comme je vous disais. Donc ça, c'est le plan qui m'a suivi sur le chantier. Il est tout pourri, mais on comprend quand même. Donc pour vous situer un petit peu, donc les traits en rouge, c'est mes côtes depuis l'extérieur donc de mes fondations, de mes murs de maison, donc jusqu'à l'emplacement des évacuations. Donc ici, on est dans la partie nuit et enfants, donc les chambres, la salle de bain, donc toute cette partie ici, il y a un couloir. Là, c'est la salle de bain des enfants, là c'est une chambre, une deuxième et une troisième. Donc l'évacuation qui se trouve ici, c'est pas une évacuation, c'est la sortie d'air secondaire de la fosse. Donc moi je voulais pas qu'elle court sur un mur extérieur de la maison, donc je l'ai passé à l'intérieur de la maison. Et dans l'angle, j'ai fait une petite cloison pour cacher le tuyau, donc il remonte jusque sur le toit et va jusqu'à la fosse septique en passant par l'extérieur. Bon, ça on verra mieux sur la photo suivante. Ici donc c'est la salle de bain. Donc j'ai une évacuation ici qui va servir pour la baignoire et le lavabo. Donc j'ai placé cette évacuation sous la baignoire. Donc la baignoire sera ici. Et le lavabo sur ce mur. Donc je passerai mes évacuations de lavabo après dans les cloisons pour rejoindre ce tuyau. Ici, on a une évacuation de toilette, donc qui me sert aussi de ventilation primaire. Donc quand on va tirer la chasse d'eau des toilettes, par exemple, l'eau qui va partir dans le tuyau va emmener avec lui de l'air pour alimenter la station. Donc cette évacuation-là est sur le même tuyau du deuxième toilette qui se trouve dans la salle de vie. Donc le tuyau passe en biais ici et sort. Donc un toilette ici, un toilette ici, l'évacuation l'entrée d'air primaire aussi qui est branchée sur ce même tuyau. Ici on est dans le cellier, donc un autre tuyau d'évacuation qui celui-là court le long des fondations à l'intérieur et va jusqu'à la chambre parentale, donc où il y a une salle d'eau, donc ça c'est la salle d'eau. Et l'évacuation est dans l'angle. Voilà, on verra aussi sur les autres photos que j'ai fait un regard ici, une attente dans le béton. Donc j'ai fait une banche, un carré. Parce que ici il y aura une douche italienne, donc côté salle d'eau. Et là on est dans le dressing. Et donc j'ai fait le regard dans le dressing derrière la douche pour pouvoir faire passer l'évacuation et avoir un siphon classique mais côté dressing. Donc j'aurai accès à mon siphon de douche italienne de l'autre côté de la cloison. Parce que les douches italiennes ça a tendance à se boucher et c'est souvent galère à déboucher. Donc moi je voulais vraiment avoir accès au siphon. Et la dernière, donc c'est la cuisine qui est ici. Donc c'est pareil, l'évacuation est dans l'angle des cloisons. Donc voilà, j'ai passé du temps sur ce plan. Parce qu'il ne faut pas se planter, il ne faut pas que l'évacuation soit scellée là où une cloison doit passer. Donc ça se joue au centimètre. Donc photo suivante.
Donc là on voit mes évacuations. Donc pour vous resituer, donc ça c'est l'air secondaire de la fosse, pardon. Donc ce tuyau ici. Celui-là c'est la cuisine. Donc le côté nuit, c'est donc derrière le tuyau de la cuisine, il y a une chambre ici. Il y a une autre chambre ici. La troisième ici. Et là on arrive dans la salle de bain. Donc voilà, sur cette partie-là. Ça c'est l'évacuation de la baignoire. Ça c'est l'évacuation donc du premier toilette qui se trouve dans la salle de bain avec l'entrée d'air primaire. Qui relie un deuxième toilette ici. Donc lui va se trouver avec l'accès sur la salle de vie. Et là on est dans le cellier avec l'évacuation de machine à laver. On va voir sur un autre point de vue. Voilà. Donc ici le cellier avec l'évacuation de la machine à laver. Et il court le long des fondations et il va jusqu'à la salle d'eau qui se trouve dans la chambre parentale. Ce tuyau arrive dans la salle de vie et c'est un tuyau en 160 que j'ai passé en attente d'un puits canadien. Donc pour la petite histoire, le puits canadien c'est très cher parce que le tuyau doit être alimentaire. Donc c'est pas bon du tout de faire passer de l'air dans du PVC qui toute sa vie émane de ce tuyau, émane des composés chimiques en fait. C'est pas fait du tout pour faire passer de l'air dedans et c'est pour faire passer des eaux usées. Donc on se doute bien que les matériaux utilisés sont pas terribles. Donc j'ai passé ça en attente et le jour où je veux faire un puits canadien, je passerai un tuyau de diamètre plus petit dedans, donc un tuyau alimentaire et le problème sera réglé. Ensuite, une fois mes évacuations placées, je les ai fixées, calées. Donc celui-là, je l'ai fixé parce qu'il est très long, il avait tendance à avancer et reculer avec la pente. Donc j'ai mis un collier ici, fixé dans les parpaings de fondation, et un tuyau ici. Ensuite, j'ai bouché tous mes tuyaux avec du scotch pour éviter de faire tomber de la merde dedans. Donc quand on va couler le béton, c'est pareil. Si du béton coule dedans, vous êtes sûr que vous allez avoir des problèmes toute la vie de la maison. Donc voilà, je voulais éviter ça, j'ai tout bouché. Là, on arrive sur le poste de remplissage du radier. Donc je me suis fait livrer déjà 10 tonnes de cailloux. Et ils m'ont été déposés dans la première partie du radier. Donc là j'ai économisé du temps plutôt que d'avoir le tas dans le chemin et devoir remplir à la brouette le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Là le premier tronçon est quasiment rempli, il n'y aura plus qu'à étaler. Donc voilà de plus près. Donc le chemin est ici. Le camion a béné le tas ici et moi je remplis donc les 4 parties à la brouette et à la pelle. Donc ça c'est un bon travail de bagnard, transporter de la caillasse à la main. J'ai fait un petit pont pour éviter d'écraser mes ferrailles de renfort ici. Donc la planche passe par-dessus. Sur l'autre photo, on voit que j'ai fait un tas de cailloux ici. J'ai posé la planche et je peux passer avec la brouette dessus. Donc voilà, j'ai dispatché à la main. Donc là, je me suis fait livrer 10 tonnes de plus. Donc il n'a pas pu reculer comme la première fois. Enfin, c'était pas le même chauffeur, donc il galère un peu. Donc voilà, il m'a versé moitié d'un côté et de l'autre. Donc j'ai continué à dispatcher. Donc là, il y a 20 tonnes de cailloux. Et quand il m'a livré la deuxième fournée, le camion en reculant, il m'a pété les briques périphériques. Donc on voit qu'elles étaient super bien collées, hein. Elles ont cassé, elles ne se sont pas décollées, hein. On voit la base des briques est bien restée collée sur les parpaings. Donc pour se faire pardonner, c'était le minimum, il m'a ramené quelques briques pour que je puisse les remplacer. Donc voilà, je les ai stockées ici.
Quand tout le radier a été rempli avec les cailloux, donc j'ai damé, donc avec une petite dameuse plateau que j'ai louée dans mon village, ça m'a coûté 15 € je crois. Donc j'ai damé tous les cailloux au bon niveau. Et ensuite j'ai gratté pour pouvoir couler du mortier et sceller mes évacuations correctement. Donc j'avais vraiment peur que ça bouge, j'avais mis des piges mais ça bougeait un peu et ça me faisait flipper, donc j'ai décidé de les sceller au mortier. J'en ai profité pour boucher les trous dans les parpaings. Donc là, là, là. Là j'ai bouché donc tous les trous de mes évacuations. Là j'ai calé et j'ai scellé les cales. J'ai fait des renforts au milieu sur les grandes longueurs pour éviter que quand on remplisse de béton, eh bien, que le tuyau fasse le ventre avec le poids. Donc voilà, j'ai fait des renforts. Donc une cale scellée. Encore du scellement. Et voilà, donc sur cette photo, j'ai commencé à isoler. Donc j'ai placé un polyane sur les cailloux. Donc on le voit dépasser ici. Et sur ce polyane, je suis venu placer mon polystyrène extrudé. Donc ici, la première plaque de 40 mm dans ce sens. Et j'ai fait une deuxième couche de 40 mm dans l'autre sens. Comme ça, mes jointures sont croisées, même si c'est tenon mortaise. J'ai préféré croiser. Voilà, ça isole mieux tout le temps. Vaut mieux faire, si on veut faire une isolation de 200, ben, on fait une partie en 100 dans un sens et la deuxième couche en 100 dans l'autre sens. Bon, ici, il y a 40 mm de polystyrène extrudé dans un sens et 40 de l'autre. Donc une fois la deuxième couche posée, je suis venu juste placer mes treillis soudés par-dessus pour éviter que le vent n'emporte tout. Donc ici on voit que j'ai découpé mes plaques de polystyrène et pour la deuxième couche, là où je peux passer dessus, je passe dessus, sinon je viens mourir contre le tuyau. Donc voilà, 3 parties de faites avec double couche de polystyrène extrudé, les plaques de treillis soudés posées dessus pour éviter que le vent les emporte. Donc sur ce poste, j'ai 2 amis qui sont venus m'aider. D'ailleurs, je les remercie. Merci Olive, merci JC. Et avec ma compagne, donc on était 4. Ça a été assez vite. Donc voilà, là j'ai bien nettoyé le reste des briques périphériques pour pouvoir venir recéler les morceaux qui manquaient du coup. Voilà le treillis, la 4e partie, donc la fin. Et quand j'ai eu fini ça, je suis venu refaire, on le voit ici, je suis venu recéler mes briques. Et quand toute l'isolation était finie et les plaques de treillis posées à peu près à leur emplacement, là je me suis attaqué à venir souder donc mon treillis sur mon chaînage et sur mes renforts. Ici. Donc ici c'est un renfort et ici c'est un renfort. Donc il y a une fondation également dessous. Donc je vous avais déjà expliqué dans les premières vidéos, tous les 3 mètres il y a un poteau où la ferraille remonte depuis les semelles sur lesquelles elles sont soudées également. J'ai soudé mon chaînage sur ces poteaux et sur mon chaînage je viens souder le treillis. Donc comme ça fait une cage d'acier en une seule pièce. Donc je vais faire une petite parenthèse également. Quand j'ai scellé mes parpaings sur mes fondations, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû bouger mon cordeau et du coup je me suis retrouvé à un hors d'équerre. Ici on le voit bien. Mes briques périphériques ne sont pas scellées sur l'extérieur des parpaings. J'ai dû les décaler parce que j'avais un hors d'équerre ici qui était assez énorme. Donc j'ai remis les briques d'équerre là où mon ossature doit arriver, mon ossature bois doit arriver. Donc j'ai rattrapé l'erreur. Heureusement que c'était pas plus que la largeur d'un parpaing. Bon là c'est vraiment que j'aurais été très très mauvais. Bon là j'ai été mauvais mais j'ai limité la casse avec la brique périphérique. On voit ici, je passe sur le trou du poteau.
au lieu d'être à fleur de l'extérieur. Bon voilà, je ferme la parenthèse. Tant que la dalle n'est pas coulée, on peut toujours rattraper les erreurs d'équerrage et tout ça. Donc j'avais pourtant fait le triangle magique, hein, 6, 8, 10, donc 8 mètres, 6 mètres et 10 mètres à l'hypoténuse pour avoir un angle parfait. Mais je sais pas, j'ai dû bouger le cordeau. Ça arrive, c'est pas très grave, l'erreur est rattrapée. Donc pour en revenir au treillis, donc j'ai soudé le treillis sur le chaînage. J'ai soudé les treillis entre eux à intervalles réguliers. J'ai fait des cordons de soudure entre deux plaques. Et pour faire cette soudure et éviter de cramer le polystyrène avec les boulettes d'acier en fusion, je me suis servi d'un tablier en cuir que je passais dessous à chaque soudure, voilà, pour protéger. Ensuite, je suis venu lever le treillis du polystyrène en y plaçant des cales. Donc là, il y a quelques cales. Et sur la photo suivante, on va voir que j'ai rajouté énormément de cales. Non, la photo suivante, donc là, c'est l'épisode de neige. Donc voilà, une belle neige blanche, ce qui est quand même assez rare à côté de Toulouse, quoi, en Occitanie. Voilà, la neige a fondu, j'ai fini de mettre mes cales, donc on voit c'est que des bouts de cailloux, de gravats, pour bien lever le treillis et qu'il ne soit pas collé au polystyrène pour que quand on coule le béton, ça passe bien dessous. Donc je vous ai parlé de la douche côté chambre parentale, donc la chambre parentale se trouve ici. Et là j'avais pas encore percuté et voilà, je vais être fatigué, donc j'avais pas réfléchi à ça. Donc là c'est l'évacuation de la salle d'eau de la chambre parentale et ici il y aura une douche italienne. Voilà, re-épisode de neige avec les enfants. Ils se sont éclatés sur des plaques en PVC en guise de luge. Donc là, tout est prêt à recevoir le béton. Et là, on peut déjà apercevoir la banche que j'ai fait pour pouvoir placer mon évacuation de douche italienne. Donc là, on a coulé le béton. Le béton, on l'a coulé à deux. Donc j'ai encore un des amis qui était venu m'aider pour le polystyrène est venu m'aider pour tirer le béton. Donc il a pu se libérer une matinée pour venir m'aider et moi j'ai fini seul pour vibrer le béton. Donc j'avais loué une règle vibrante et ça c'était pas du luxe, surtout quand on n'est pas assez nombreux pour tirer le béton. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec mon pote et donc ici on peut voir, donc là c'est une banche, donc il y a un trou, là il n'y a pas de béton, où j'ai passé mon tube en 40 qui rejoint celui-là. Donc il rejoint l'évacuation en sang. Là il y a un tube en 40 qui arrive ici. Comme ça je pourrais faire ma douche italienne avec un siphon classique. Donc là on est dans le dressing. Là il y aura une cloison ici et ici. Et donc je suis à fleur de la cloison et la douche italienne est juste derrière. Donc ensuite je viendrai avec un autre tuyau dans ce trou pour mettre mon siphon. Sur la prochaine photo, on va voir que j'ai fait une belle erreur, encore une fois, avec le béton. Donc de toute façon c'était le poste qui me faisait le plus peur, le béton, hein, j'aime pas ça. Ici, quand j'ai fait ma brique périphérique, je me suis dit je vais mettre une pente à la terrasse, donc j'ai 1 cm de moins que là, que sur les endroits où il y a mon ossature de maison. Et j'ai pas pensé que le béton, bah, lui c'est un peu comme de l'eau, hein, il allait suivre la pente et essayer de se barrer par là, quoi. Ce que j'aurais dû faire, c'était à l'endroit de l'ossature ici, donc là où il y a mes renforts de fondation, j'aurais dû mettre une brique périphérique également qui se serait trouvée au même niveau que celle-là. Le béton se serait arrêté de niveau ici. Là il a suivi et du coup ça m'a fait un joli trou là. Petite autre erreur qui a aussi amplifié ce phénomène, c'est que il m'aurait fallu, je dis à peu près un demi-mètre cube de béton en plus. Donc bah, quelque part mon erreur des 1 cm ça m'a aidé
pour ce demi-mètre cube de béton qui me manquait. Donc voilà, là on voit qu'il a plu, le béton est sec, enfin en partie, en surface il est sec, mais il faut 21 jours pour que le processus chimique se termine et que le béton soit optimal. Donc pendant ces 21 jours, éviter de sauter sur la dalle, de poser des charges, enfin de donner des coups dedans ou venir, je sais pas, faire un trou au burin marteau par exemple, parce que ça crée des micro-fissures. Tant que le processus n'est pas fini, les micro-fissures apparaissent et dans le temps, avec les gelées et tout ça, les fissures s'agrandissent et c'est comme ça qu'on casse une dalle, quoi. Donc là on voit bien mon erreur, hein. Là où il y a des flaques d'eau, c'est qu'il y a des trous de niveau, quoi. Ici c'est pas très grave parce que la brique périphérique elle est au bon niveau et comme je vais faire une chape dedans, les erreurs à l'intérieur seront corrigées. Il y a une petite erreur ici, là et là. Par contre cette erreur là va me suivre tant que j'aurai pas fait la chape de la terrasse qui n'est pas prévue pour tout de suite. Donc voilà pour ce poste béton, un autre point de vue. Donc là on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé des évacuations, de l'isolation du remplissage du hérisson et de la dalle en béton armé. Donc mes évacuations ont un peu bougé, c'est un peu incliné, mais c'est pas très grave parce que je vais couper mes évacs quand je serai prêt à installer le sanitaire, quoi, les évacuations sanitaires. Donc tout sera recoupé, donc je pourrai corriger ces petits défauts d'aplomb. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu les premières vidéos pour les fondations et tout ça, n'hésitez pas à aller voir. Normalement je classe à peu près intelligemment les vidéos, donc là on est sur le hashtag 7. Le hashtag 1, c'est le terrassement et ainsi de suite. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!